C'était donc le président français François Hollande qui s'exprimait à Dakar au Sénégal pour le 15e sommet de la francophonie. Alfred, le président français est revenu sur la langue française justement. Il a indiqué le français n'a peur d'aucune langue. Alors la vocation première de l'OIF, c'est bien sûr la promotion du français. Aujourd'hui, certains affirment que la francophonie est vouée à l'échec parce que l'anglais avance ses positions. Qu'en pensez-vous? Fanny, moi je ne suis pas de ces pessimistes qui croient effectivement qu'il y a le triomphe. Non, non. Il y a coexistence des langues. Et d'ailleurs, quand on regarde même le nombre des Américains qui apprennent la langue française, ça augmente de plus en plus. Donc, en réalité, les francophones ne peuvent pas rougir justement d'avoir une langue commune. Et ce qui est intéressant justement dans tout ce qu'il a dit par rapport à la langue, c'est que la francophonie accepte la diversité, la multiplicité des langues. Et d'ailleurs, dans le panel qui a chanté en ouverture, on a vu le final avec Youssou N'Dour, justement, chantant en Wolof, français et puis Wolof. Donc, c'est le signe, effectivement, de la vitalité, non seulement de la langue, mais aussi de nos propres langues à nous, francophones. Ça a été un tournant par rapport à la première francophonie des années 70. Je crois que c'est à Moncton que, finalement, on l'a consacré à la diversité de la francophonie, en particulier le respect de la diversité culturelle et de la diversité linguistique de ce monde-là. Alors, on n'a pas à rougir. C'est vrai que de plus en plus de francophones parlent l'anglais, mais posséder deux langues, ça n'est jamais une mauvaise chose. Simplement, il faut faire respecter dans les institutions, les instances internationales, l'usage de ces deux langues. Parce que dans la plupart des institutions de décision internationales, sont ces deux langues qui sont les langues principales. Donc, quitte aux francophones, justement, chaque fois de le rappeler. Daoud Dattel, vous êtes d'accord? On ne doit pas craindre l'avancée de l'anglais? Oui, tout à fait, parce que je pense que de toute façon, les chiffres, les prévisions sont éloquentes en termes d'évolution de la population. La chance que le français a aujourd'hui, c'est que il y a un boom démographique en Afrique. Et en 2000, on va dire, près de la moitié des personnes qui parlaient français étaient basées en Europe. En 2050, on va dire, 750 millions de personnes vont parler le français. Il n'y aura que 15% de personnes qui parlent le français, de locuteurs français en Europe. Donc 85% quasiment sera africain, on va dire. C'est des chiffres qui sont quand même assez importants. Donc, disons que le français, quelque part, l'influence du français dans le monde va être beaucoup soutenue par ce boom démographique africains, donc des pays africains qui finalement sont membres de la francophonie. 750 millions d'habitants, de locuteurs en français en 2050. Il y en a même qui parlent d'1 milliard de personnes en 2060. Donc je pense que c'est la chance que la France a. Et le français, je dirais pas la France, parce que la francophonie c'est tout le monde finalement, tous ceux qui partagent le français. Donc la chance du français, c'est aussi cette vitalité démographique des pays en développement, notamment des pays africains. Alfred, l'Afrique, c'est vraiment l'avenir de la francophonie? Mais absolument, hein, Fanny. Quand on voit aujourd'hui le vieillissement de certaines populations hors continent africain et que là, la jeunesse, l'Afrique est encore jeune et puis va continuer à l'être encore. Donc effectivement, l'avenir vraiment de la francophonie, de la langue française se dessine en Afrique. Alors il faut effectivement que les chefs d'État de la francophonie prennent conscience de cela, surtout les présidents africains. On a l'impression que parfois ils n'ont pas conscience de cette chance que nous avons d'avoir cette langue-là qui nous permet effectivement de communiquer entre nous dans toute l'Afrique. Même les anglophones aussi y viennent, hein, petit à petit. L'anecdote de Paul Kagame, qui a envoyé son ministre des Affaires étrangères au sommet de la francophonie. On se souvient que
dans son discours du 20e anniversaire donc, de la commémoration du génocide rwandais, avoir utilisé une expression qui a fait sourire tout le monde. Hein. Les faits sont têtus. Et en l'occurrence ici, la démographie, elle est têtue. Elle avantagera l'Afrique, en tout cas d'ici 2050. Daouda Tall, le président français, justement pour parler de cette promotion du français, explique qu'il faudrait qu'il y ait plus de migration, surtout d'étudiants entre les pays francophones, et notamment que la France devrait accueillir plus d'étudiants étrangers de pays francophones, justement. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Je pense que M. Hollande a bien compris que l'Afrique était le nouveau marché dans le monde. Tout le monde va vers l'Afrique parce que ce boom démographique dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quand même un marché, c'est des bouches à nourrir, c'est une classe moyenne qui se développe, c'est des produits qui peuvent être écoulés dans cet espace géographique. Et les étudiants sont des jeunes qui sont des décideurs de demain, qui seront probablement dans la classe moyenne de demain. Donc c'est important de cibler ce type de profil parce que on pourra s'appuyer sur eux notamment pour trouver des marchés, en tous les cas, pour les pays européens qui partagent la langue française. Donc l'espace francophone d'Afrique est un marché avec un potentiel qui est considérable. Et ça, le président Hollande l'a compris. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il dit fermons pas les frontières, favorisons les échanges. La France doit prendre part à la mutation de l'Afrique. C'est en gros ça ce que cela veut dire. Et je pense que au-delà même de la France, le Canada et d'autres pays, même les États-Unis, sont conscients de cela. Bon, au lieu que la Chine et les États-Unis profitent en premier lieu de ce marché, parce que la diplomatie est en marche, autant les Français, à travers l'outil qu'est la francophonie, autant qui s'appuient là-dessus, en fait, pour finalement favoriser une coopération avec des échanges. Alfred, la France doit assumer ce rôle de premier plan? Pas nécessairement ce rôle de premier plan. Et ça, Hollande en a conscience, comme il l'a dit. La France n'attend aucune faveur pour ses entreprises, mais entend participer à cela. Et je pense effectivement que les francophones sont sortis parce que souvent, quel était le péché qu'on reprochait beaucoup à la francophonie? D'être une caisse de résonance de la France. Et donc avec les acteurs québécois, canadiens, belges et puis français, on est sorti justement de cette dépendance-là. Et comme les économies africaines sont prospères, et comme il y a ces potentialités aussi qui sont là, la jeunesse et possibilités de marché, la France peut jouer sa partition. Mais Hollande là, a été très clair là-dessus. La partition ne peut pas être seulement française, elle doit être africaine aussi. Que les francophones aussi créent des synergies entre eux en termes justement d'échanges économiques. La nouvelle frontière économique dont il parle ne peut pas être seulement entre le monde francophone en Afrique et l'Europe, ou avec l'Asie, ou avec l'Amérique. Elle doit être aussi la frontière à l'intérieur du monde francophone. Qui dit frontière, dit franchissement justement de la frontière. Et donc il y a des appels qui se font pour que des véritables coopérations se créent entre les pays francophones d'Afrique, les pays sud-sud. Et en termes de formation, en termes de mobilité, en termes d'accès au marché, pas seulement des jeunes, mais des femmes aussi. Or, on voit des réticences quand on prend les regroupements, par exemple, régionaux, etc., où la question du passeport et de la libre circulation se pose encore. Alors, messieurs, on va revenir tout de suite sur le discours du président sénégalais Macky Sall, qui s'est exprimé en ouverture de cette cérémonie. Donc voilà, tout de suite un extrait. L'avenir de la francophonie des peuples se trouve dans son riche potentiel. 14% de la population mondiale, 20% des échanges internationaux de marchandises, une population jeune, notamment en Afrique, et des ressources naturelles considérables. Mais seule notre volonté commune de coopérer dans un esprit de partenariat solidaire et complémentaire
transformera ce potentiel en opportunité. La francophonie des peuples, c'est certes la langue et la culture, la paix et la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme. Mais la francophonie des peuples, c'est aussi les échanges économiques et commerciaux. Alors, Daouda Tall, le président sénégalais Macky Sall revient justement sur cette idée d'espace économique francophone intégré. Quels pourraient en être les avantages ? Oui, Fanny, je pense que les avantages, ça dépend. Les avantages pour tous les pays finalement de la francophonie, les pays africains peuvent en tirer profit s'il y a des bonnes politiques publiques économiques prudentes qui sont menées à l'échelle des pays. À l'inverse, si on reste dans les économies de rente, d'exportation des matières premières au profit des pays, d'autres pays francophones un petit peu plus forts, là ça pose un petit souci parce que ça profiterait plus à ces pays qui finalement importent la matière, la transforment dans leur pays, créent des emplois dans leur pays au détriment des pays, d'autres pays africains francophones. Donc je pense que tout dépend de l'organisation économique au sein de chaque pays. Parce que la francophonie finalement n'est pas forcément non plus une... Alors Daouda Tall, je vais vous interrompre. Le président guinéen Alpha Condé va prendre la parole. Monsieur le secrétaire général, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant ce 15e sommet de notre organisation. Je voudrais à cet égard exprimer au peuple sénégalais ma haute appréciation de l'accueil qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans ce beau pays qui a tout en partage avec la Guinée et dont l'apport prépondérant à la création et au rayonnement de la francophonie est ancien dans la mémoire collective de nos nations. Monsieur le Président, la présente rencontre est d'autant plus importante que se situe à la veille de l'échéance des objectifs fixés par le sommet du millénaire pour le développement. Dans quelques mois, nous serons appelés à faire le bilan des engagements que nous avons pris pour assurer à tous les peuples du monde la vie décente qu'ils méritent. Je demeure convaincu que la francophonie, qui s'est inscrite dans la perspective du développement durable et inclusif, en apportant une contribution de qualité à la définition du nouveau partenariat mondial, saura relever ce défi au moment où notre espace est encore confronté à des crises, en puisant dans sa valeur de solidarité et d'unité dans la diversité. C'est pourquoi il n'est point étonnant que l'EIF ait choisi pour ce sommet de mettre en exergue l'importance et le rôle de son capital le plus précieux dans la transformation de la société. Il s'agit des jeunes, forces motrices du changement, auxquels nous devons garantir des emplois décents pour leur permettre de façonner un monde meilleur. Il s'agit aussi des femmes, cette frange invisible de la croissance mondiale, marginalisée dans sa statut et qui doit enfin s'emparer de tous ses pouvoirs en tant que vecteur de progrès dont le pan-musulman constitue un facteur d'équilibre, de stabilité politique, économique et sociale. Monsieur le Président, des efforts louables que déploie l'OIF pour renforcer le climat de paix et de sécurité dans le monde, en s'impliquant résolument dans la gestion et la prévention des crises, sont autant d'atouts qui accroissent la crédibilité de notre organisation, plus que jamais engagée dans la refondation de l'architecture internationale. La stabilité retrouvée en Guinée et la pacification en cours au Mali, frères, portent indubitablement l'action solidaire de la francophonie. Aussi, le retour dans notre famille de l'Égypte, de la Guinée-Bissau et de Madagascar nous autorise-t-il à un optimisme fondé quant au règlement durable de la crise qui secoue la Centrafrique et fragilise la quiétude dans la région des Grands Lacs. Dans la même dynamique, la situation au Burkina Faso retient notre attention pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le cadre d'une transition civile. N'oublions pas, cette solidarité toujours renouvelée et consolidée constitue le gage de notre capacité à braver tous les obstacles qui joncent l'avenir de nos espérances. C'est nom de cette vertu que la famille francophone est mobilisée à travers nombreux de ses membres pour apporter à la Guinée le soutien attendu
en vue du renforcement de son système sanitaire, tout en œuvrant contre l'isolement et la stigmatisation qui, comme nous le savons, sont plus nocifs que l'épidémie à virus Ebola elle-même. Je tiens particulièrement à rendre hommage à la France pour son soutien précieux face à cette épreuve. La visite effectuée hier en Guinée par le président François Hollande constitue la preuve de cette solitude que la France, mais aussi surtout un exemple éloquent que les pays affectés par ce virus sont fréquentables. Merci, mon cher ami François. Nous fondons sur les valeurs qui sous-tendent la francophonie. La Guinée en appelle aux autres États membres ayant pris des mesures de restriction contre les restrictions des pays atteints, nous négociant le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé et les recommandations de l'Organisation internationale de la subvention civile. Monsieur le Président, il est incontestable que l'Organisation internationale de la francophonie est venue aujourd'hui une force incontournable dans la gestion des affaires mondiales. Il est tout aussi indéniable qu'on ne saurait parler de la francophonie politique, culturelle, unie et plurielle, sans évoquer la contribution inestimable d'un homme dont l'empreinte marquera de façon indélébile la masse inexorable de notre peuple vers le bonheur et la prospérité partagée. C'est justement à ce grand homme dont le courage, l'humilité, la sagesse, la compétence et la droiture ont si hissé l'OIF au firmament de la défense des causes nobles et justes que je voudrais rendre hommage. Le président Abdou Diouf se reconnaîtra dans cette note que les peuples ont le droit d'entonner à la gloire de ceux qui, comme lui, portent en eux l'amour de la langue française. Cette langue dont le vers rime déjà avec culture démocratique, état de droit et développement pour tous. Il n'est pas exagéré de dire que le président Diouf a déjà défini les contours de nos futures actions pour que ça affermisse davantage le rôle de l'OIF dans les relations internationales. Cher grand frère et ami Abdou Diouf, tu as toujours été à mes côtés et aux côtés du peuple de Guinée pendant ta présence au sommet de l'État sénégalais. La Guinée, que dis-je, toute la famille francophone qui ne vous a jamais sévré de son soutien aura envers vous cette dette de reconnaissance pour l'excellent travail que vous avez accompli pendant plus d'une décennie à la tête de cette organisation. Mais derrière chaque grand homme, mon cher grand frère, il y a une femme. On ne saurait vous rendre hommage sans associer ma sœur Elisabeth, qui a été l'ange, votre ange gardien. Je ne saurais aussi venir dans cette salle sans rendre hommage à celui que nous appelons le dernier des Mohicans, espèce d'hommes politiques en voie de disparition. C'est-à-dire ces hommes politiques qui n'ont que l'intérêt de leur peuple et de leur pays, non pas d'intérêt personnel. Mon cher frère Dansoko, nous verrons sur toi comme le lait sur le feu à qui tu vives le plus longtemps parmi nous. Nul doute, mon cher grand frère, que votre successeur poursuivra votre œuvre pour le rayonnement constant de la langue française et le développement solidaire de nos États. Je souhaite plein succès à notre réunion. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président. Et maintenant, je vous propose de partir vers... C'était donc le président guinéen Alpha Condé qui s'exprimait à Dakar, au Sénégal, pour le 15e sommet de la francophonie. Alfred, depuis le début de ces discours, on voit qu'il y a un hommage appuyé au secrétaire général Abdou Diouf. Comment expliquer une telle unanimité derrière cette personnalité ? Je pense que Abdou Diouf, Fanny, par sa grandeur, alors là pour le coup on filera la métaphore dans tous les sens que l'on veut, s'est efforcé d'être au-dessus des contingences, en réalité du monde francophone, privilégiant toujours ce qui permet d'unifier, de renforcer les liens, permettant de renforcer le dialogue, permettant de renforcer le partage au sein de ce monde francophone. Professant justement les principes, mais les pratiquant aussi. Alors, pour le coup, faisant preuve de vertu au sens des valeurs et de vertu au sens de courage. Alors, Alfred, je vais vous interrompre. On a maintenant l'intervention du président gabonais Ali Bongo Ondimba. Du Sénégal, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, son gouvernement et le peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux
et des conditions excellentes réunies pour la tenue de ce sommet. Témoignage renouvelé d'une hospitalité légendaire. Je tiens également à vous dire, Monsieur le Président de la République, que le Gabon est honoré de prendre la parole à l'ouverture de ce 15e sommet de la francophonie ici au Sénégal, un pays que nous, Gabonais, considérons comme l'un des piliers africains de la francophonie institutionnelle. C'est donc tout à la fois le lieu et l'occasion propice de rendre un vibrant hommage à l'un des architectes de cette francophonie institutionnelle, à savoir Monsieur le Président Abdou Diouf. Et je voudrais dire au Président Abdou Diouf, au moment où il s'apprête à prendre congé de nous, en la forme actuelle de sa contribution à notre marche commune, que les Gabonais garderont dans la région la plus précieuse de leur mémoire collective bien des souvenirs de son action au service de la francophonie. Je pense à sa présence lors de la célébration à Libreville de la 33e journée internationale de la francophonie et aux États généraux de l'enseignement du français en Afrique subsaharienne francophone. Une décennie après cet événement inaugural de son action à la tête de la francophonie, la question de l'avenir du français reste un sujet majeur de nos préoccupations. En effet, œuvrer à l'enseignement du français, en valoriser l'usage, promouvoir son statut de langue internationale, nous commande aujourd'hui de prendre en compte le fait que l'environnement local, où que l'on soit dans le monde, est de plus en plus confronté à la réalité du multilinguisme. Se pose alors la question fondamentale, quoi faire et que faire? Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de la francophonie, pour répondre à cette question, nous travaillons au Gabon à la mise en œuvre de l'hypothèse selon laquelle le multilinguisme est un facteur d'immortalité de la langue française et marquons dorénavant un intérêt particulier à la valeur économique de cette langue. Notre conviction profonde, en tant que francophones assumés et fiers d'appartenir à notre espace linguistique commun, qui s'étend sur tous les continents, et que l'avenir de notre langue, qui compte parmi ses locateurs 6 Africains sur 10, est dans un multilinguisme tout aussi assumé. Pour nous, Africains, la francophonie doit être un espace culturel dynamique, mais elle doit également être un espace porteur de croissance économique et de développement durable. Nous voulons en effet que la francophonie soit un espace qui apporte des réponses concrètes à la jeunesse africaine qui veut trouver sur le continent des offres de formation, d'emploi et des opportunités d'affaires. L'espace francophone a de ce fait le devoir de répondre aux exigences d'une jeunesse qui ne veut plus se perdre dans les sables du Sahara, égarée sur les chemins improbables des illusions d'un prétendu mieux-être en Europe. Il y a quelques jours de cela, Sa Sainteté le pape François, s'adressant au Parlement européen, a déclaré que la Méditerranée ne doit plus être le cimetière des migrants. Au-delà des dirigeants européens à qui le pape s'adressait dans l'immédiat, c'est en réalité à nous, dirigeants africains, qu'est destiné ce message. Et ce bel espace linguistique et culturel que nous avons en partage doit offrir aux jeunes et aux femmes d'Afrique les raisons d'espérer. Et cet espoir ne peut devenir grand et prendre forme que si la langue française devient véritablement une langue du commerce et des échanges internationaux. En un mot, une langue des affaires. Nous voulons en effet commercer, négocier, signer des contrats en français. Nous voulons amener ceux qui, originaires des autres espaces linguistiques, veulent travailler chez nous à s'exprimer par réflexe en français. C'est pourquoi, du haut de cette tribune et habité par la force et l'âme des pères fondateurs de cette belle aventure qu'est la francophonie, je lance un appel pour la prise en compte impérative de la dimension économique. J'appelle par conséquent à la transformation de l'espace francophone en une zone de libre-échange culturel, scientifique et économique.
C'est la condition, mesdames et messieurs, indispensable pour garantir le dynamisme de nos pays, pour que notre jeunesse, les opérateurs culturels et économiques soient à même de tirer le meilleur avantage de l'ouverture des sociétés africaines au flux du monde. J'y vois enfin l'une des conditions essentielles pour que la francophonie reste fidèle, fidèle à sa vocation première, celle d'être un espace singulier de coopération et de solidarité dynamique, recevant des autres aires linguistiques, culturelles et économiques autant qu'elle est capable d'offrir. C'est le sens profond, mesdames et messieurs, que le Gabon donne à la nécessité de la stratégie économique et de la stratégie jeunesse que nous allons adopter au cours de ces assises. Je vous remercie. Nous allons en Égypte, pays où la francophonie est la plus ancienne et remonte à Napoléon. Alors nous invitons M. Ibrahim Mahlab, Premier ministre de la République arabe d'Égypte, à venir dire son discours. Monsieur le Président Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Mesdames, Messieurs les ministres, chefs des délégations, chers amis de la francophonie. Mes premiers mots seront pour vous remercier, Monsieur le Président, de nous recevoir dans votre magnifique pays, le Sénégal. En accueillant au Sénégal pour la deuxième fois le sommet de francophonie, vous confirmez ainsi, Monsieur le Président, la mission qu'exerce le Sénégal au sein de la communauté francophone. Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un grand honneur pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui dans la République du Sénégal, pays frère et grand ami de l'Égypte. Je me réjouis de prendre part pour la première fois à cet événement important, confiant que nos discussions seront l'occasion de baliser davantage la voie d'une francophonie et des peuples qui partagent une vision commune pour un monde de paix, de liberté et de développement. À cette occasion, je suis honoré de vous transmettre les vives salutations de Son Excellence M. Abdel Fattah el-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et ses vœux de pleine réussite aux riches débats qui auront lieu durant ce sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Égypte, berceau de civilisation, terre de connaissances anciennes, a su préserver pendant sa longue histoire des valeurs essentielles, notamment l'esprit d'ouverture et de tolérance, l'importance du dialogue et la solidarité entre les peuples. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers notre éminent francophone, Dr Boutros Ghali, ancien secrétaire général de l'OIF et ancien secrétaire général des Nations Unies et premier secrétaire général de notre organisation. Quant à vous, Monsieur le Président Abdou Diouf, sous votre égide, Monsieur le Secrétaire général, la francophonie est devenue un acteur à part entière au sein de la communauté internationale. Mais ce rôle ne nous étonne pas, tant le rôle moteur du Sénégal et particulièrement celui du président poète Léopold Sédar Senghor furent primordiaux à la naissance de notre organisation. Monsieur le Président Abdou Diouf, vous avez donné à la francophonie une voix reconnue dans toutes les instances internationales.
notamment dans les efforts œuvrant en faveur de la paix, de la sécurité et du règlement des conflits. Monsieur Abdou Diouf, vous avez conduit avec talent et sagesse la destinée de notre organisation. Vos nombreuses initiatives de médiation et de facilitation dans le pays en période de crise, particulièrement sur le continent africain, ont constitué une diplomatie active dans notre espace francophone, renforçant ainsi la crédibilité et la visibilité de la francophonie sur la scène internationale. Dans ce contexte, nous félicitons de la nomination de M. Michel Kafando, président par intérim de Burkina Faso, et nous applaudissons les efforts de la mission d'information et de contrat dépêchée par le secrétaire général à Ouagadougou et dirigée par l'ancien président de Cap-Vert, son Excellence M. Antonio Mascarenhas Montero, pour faciliter le dialogue national ainsi que les efforts des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO pour soutenir la stabilité au Burkina Faso. Monsieur le secrétaire général, les liens entre l'Égypte et le OIF ont connu sous votre égide un élan nouveau, à différentes échelles pendant ces dernières années. Le succès grandissant de l'université Senghor, que l'Égypte est fière d'abriter à Alexandrie, témoigne en effet cette étroite collaboration. L'université Senghor, phare de la francophonie moderne, tisse les liens étroits entre les jeunes francophones et renforce leur attachement aux valeurs de la francophonie. À cet effet, je salue le rôle grandissant de l'université qui œuvre à la formation de ces cadres africains dans les différents secteurs de développement. Et je tiens à réitérer le plein soutien du gouvernement égyptien afin de consolider sa mission et son rayonnement. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Égypte vit actuellement une période charnière de son histoire moderne. Suite aux révolutions du 25 juillet et du 30 juin 2013, le peuple égyptien s'est soulevé pour revendiquer un État civil, moderne, démocratique, qui respecte les droits et les libertés. Nous sommes fiers du chemin parcouru. Le peuple égyptien s'est doté d'une nouvelle constitution en janvier 2014 et a élu son nouveau président en juin dernier. Les procédures sont déjà déclenchées pour la tenue des élections législatives lors du premier trimestre de l'année 2015. Je voudrais par ailleurs remercier nos amis et partenaires francophones qui ont accompagné l'Égypte pendant une période délicate de son histoire. L'Égypte compte sur l'appui de tous ceux qui reconnaissent son rôle central dans la stabilité régionale et tend une main d'amitié à tous les peuples qui la soutiennent dans son parcours. Nous sommes conscients des nombreux défis auxquels nous devons faire face durant les mois à venir, notamment sur le plan socio-économique et sécuritaire. Nous sommes déterminés à affronter ces défis. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. À cet égard, l'Égypte a mis en place une stratégie pour une réforme socio-économique dans la justice sociale et la création d'emplois sont les éléments fondamentaux. Nous avons lancé un programme ambitieux fondé sur une économie de marché apte à attirer les investissements dans un environnement sûr et stable. Je saisis cette occasion pour vous inviter
à participer à la conférence économique qui se tiendra à Sharm el-Sheikh du 13 au 15 mars 2015, en tant que partenaire fidèle de l'Égypte. L'Égypte nouvelle, l'Égypte des révolutions de janvier et de juin, ne peut qu'adhérer aux idées phares de notre sommet. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Les femmes et les jeunes ont joué un rôle dynamique pour le changement qu'a connu l'Égypte ces 3 dernières années. L'Égypte s'associe donc ardemment aux États membres de l'OIF sur l'importance et la priorité de ces 2 piliers qui constituent un fondement solide et tout progrès vers un avenir meilleur de nos peuples et nos États. Aujourd'hui, l'action gouvernementale est orientée vers cette jeunesse qui constitue la majorité de notre population. Le grand projet du nouveau canal du Suez témoigne de notre détermination et de notre volonté inébranlable de construire une nouvelle Égypte avec un avenir meilleur pour nos jeunes. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Égypte s'est empressée à ratifier les instruments onusiens des droits de la femme et de l'enfant. Ces experts indépendants participent activement à la mise en œuvre et de suivi des 10 documents. Ces instruments font partie intégrante de notre législation nationale et sont pleinement reconnus par notre nouvelle Constitution. L'Égypte ne s'est pas contentée d'avoir une base législative solide concernant les droits de la femme, elle s'est aussi appliquée à avoir une base institutionnelle et opérationnelle adéquate. Le gouvernement s'active à travers ses différents ministères pour encourager toute participation féminine au sein de l'administration et au haut niveau de prise de décision. Nous sommes fiers d'avoir des figures imminentes des femmes comme ministres, ambassadeurs, juges, recteurs d'université, officiers militaires et commissaires de police. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique joue un rôle grandissant au niveau mondial. Nous sommes un nouveau pôle de croissance et grâce au dynamisme de notre jeunesse et son immense potentiel, nous représentons l'avenir de la francophonie. L'Égypte participe aux efforts entrepris par les pays africains frères afin de réaliser un développement économique et social durable. Nous saluons la réalisation du grand projet en Afrique dans les domaines des infrastructures, des technologies, de l'information, de la communication et du transport. L'Égypte réaffirme son intention à poursuivre sa contribution dans la mise en œuvre de ces projets. L'Égypte fait part de sa vive préoccupation vis-à-vis de l'éruption de l'épidémie de virus Ebola en Afrique de l'Ouest et réaffirme son entière disponibilité à poursuivre son soutien aux pays touchés afin de contribuer aux divers efforts entrepris à cet égard. Excellences, Mesdames et Messieurs, le terrorisme, dans toutes ses formes et ses manifestations, constitue un obstacle majeur au développement démocratique, économique et social de nos États et de nos peuples. Le terrorisme est devenu un commerce bien organisé. Le terrorisme est devenu un commerce bien organisé et une industrie bien développée, dont les matières primaires sont l'ignorance, la pauvreté et le chômage. Nous reconnaissons que la solution sécuritaire ne peut pas être le seul recours. Nous
nous devons nous atteler à traiter ces causes selon une approche globale axée sur le développement économique et social des jeunes, ainsi que la culture et l'éducation. Nous exprimons ainsi notre inquiétude face à la montée d'actes terroristes dans le monde, notamment dans notre région. Le terrorisme ne connaît pas de frontières et l'Égypte est en première ligne dans cette guerre, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi celle de la région, de l'Afrique et du monde entier. Frappés par ces fléaux dont les civils inoffensifs et innocents sont les principales victimes, nous sommes déterminés à l'éliminer et les déraciner, tout en respectant les normes, les principes et les valeurs des droits de l'homme. Nous réitérons l'importance d'une vigilance accrue de notre part face aux graves exactions et exécutions commises par les groupes extrémistes Daesh, ISIS, Al-Qaïda, El-Nosra, beaucoup de noms, et Boko Haram, qui a frappé encore une fois hier un pays africain, un pays frère, un pays ami, le Nigeria, d'une manière sauvage, barbare et cruelle. J'exprime ici toute la solidarité du gouvernement égyptien et du peuple égyptien envers le peuple nigérien. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous exprimons également notre vive préoccupation vis-à-vis de retombées négatives du conflit syrien et surtout de l'afflux massif des déplacés syriens. Dans ce contexte, nous appelons la communauté internationale à se mobiliser plus activement au sein de forums appropriés et sur le plan bilatéral afin de venir en aide aux pays d'accueil compte tenu des normes fardeaux qu'ils assument. L'Égypte, la Jordanie, mais surtout le Liban, dont le tiers de sa population est désormais constitué de ressortissants étrangers. L'Égypte, qui vit dans une région turbulente où les crises et les défis se multiplient, tient à assumer pleinement son rôle de stabilité et de paix sur le plan régional qu'international. L'Égypte est toujours engagée à soutenir les efforts déployés par les Nations Unies et les organisations régionales pour promouvoir la paix dans les zones de conflit, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Forte de son engagement à long terme pour la réalisation de la paix et de la sécurité internationale et de sa contribution substantielle à la cause de la stabilité et de la prospérité régionale en Afrique et au Moyen-Orient. L'Égypte désire de poursuivre activement ses objectifs en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2016-2017 et nous sommes confiants en appui de la famille francophone pour cette candidature. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne peux pas conclure sans remercier le président Macky Sall et son gouvernement, ainsi que le peuple ami sénégalais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité conviviale qui nous a été réservée à la terre de la Teranga, en vous souhaitant ainsi qu'à votre pays ami et votre peuple frère, progrès et prospérité. Je vous remercie.